À Dessous-Pente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans Courbet, l'émission Aracaille qui va se consacrer corps et âme à une découverte fantastique pour nous, la découverte du siècle quasiment, d'une sculpteuse sur terre africaine. C'est Séni Awa Kamara. Alors malheureusement, on est passé à côté de l'œuvre de cette femme, et là j'avoue que c'est terrible, parce que j'ai reçu un mail de la galerie Claire Corsia qui nous a annoncé le décès de cette potière qu'elle a exposée au mois de décembre. Bon, donc elle nous annonce donc ce décès, et je regarde par curiosité, et là, découverte d'une femme extraordinaire, en me disant mais comment on a pu louper une exposition pareille? C'est pas la première. C'est pas la première, mais c'est vraiment d'une tristesse infinie. Donc effectivement, elle était exposée au mois de décembre, donc dans cette galerie parisienne. Elle n'était pas morte à cette époque-là. Eh ben non, elle n'était pas morte. Et il y avait beaucoup d'œuvres. Il y avait 2 expositions en parallèle. Et donc c'est la découverte de cette femme qui est née dans les années 45. C'est-à-dire que sa date de naissance n'est pas hyper précise. Et donc c'est une artiste africaine qui a été exposée dans le monde entier, ce qui n'était pas du tout imaginable au départ. Elle est originaire de Casamance. Elle vit à Bignona. Bignona, c'est un petit village donc du Sénégal. Elle a une petite maison avec un toit de tôle, et en fait, elle est devenue la légende vivante de son village, parce que en fait, elle vit en famille et elle travaille sans cesse. Et il y a tout un imaginaire sur son initiation à l'art, et comme si elle avait reçu un don. Elle a 2 frères, et en fait, elle raconte que avec ses 2 frères, ils ont été enlevés, qu'ils ont été initiés à l'art par les génies de la forêt. Donc en fait, voilà, toute son œuvre a découlé de cette magie, un peu de cette histoire fantastique, et donc elle va à partir de là créer. Donc et pendant cet apprentissage des mystères de l'argile, le village tout entier a décidé de sacrifier quelques animaux pour apaiser les esprits, afin que Séni et ses frères jumeaux reviennent enfin. Et ce fut le cas selon la légende. Et depuis, cette femme n'a cessé de modeler des personnages, alors qu'on peut, effectivement, en Afrique, les femmes ont souvent, si elles font de la poterie, c'est de la poterie très utilitaire, ça va être des pots pour la cuisine, pour boire, enfin, voilà. Et elle, en fait, s'est mise à sculpter et à modeler des personnages, des hommes, des femmes, des animaux, certains très grands, et tout ça devant sa maison, cuit dans un four, un trou qui est devant sa maison. Enfin, il y a quelque chose, c'est une découverte extraordinaire de voir cette femme, comment elle a pu travailler, et comment elle a fini par être connue. Et en fait, elle a réussi à exposer, et elle a participé en 1989 à une exposition qui s'appelle Les Magiciens de la Terre à Paris. Après, des œuvres ont été exposées en Europe et aux États-Unis. Il y a une galerie à Bruxelles qui l'a exposée aussi. Elle a été exposée à Venise. Et donc, ce n'était pas du tout prévu. Elle est restée vivre après, elle, toujours dans son village. Alors, comment cette rencontre s'est faite? Est-ce qu'il y a un galeriste, un artiste qui était en visite par là, qui a repéré, et qui s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ce travail mérite d'être exporté, enfin. Et donc, voilà, toute cette histoire. Il y a même un documentaire qui lui a été créé, qui a été fait en 1990 par Philippe Haas. Et quand on cherche un peu sur le net, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'articles qui lui ont été consacrés. Et moi, je vais juste lire un petit article qui s'appelle Une mère nourricière, et j'ai envie de le lire parce que ça a été écrit par Cérès Franco, et Cérès Franco, elle, on l'a jamais rencontrée personnellement, mais c'était la maman de Dominique Paula Dardouin qu'on a eu l'occasion de côtoyer, qui a participé à l'émission, et à qui on rend toujours un hommage à la fin, parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment très très bien accueillis. Et donc Cérès Franco a été aussi une pilière de la découverte de l'art moderne. Elle a exposé plein de monde, pionnière dans sa galerie de la rue Quincampoix. Donc voilà, je vais lire ce que Cérès Franco écrit sur Séni Awa Kamara, puis après on pourra parler de son œuvre. Une mère nourricière. Je n'ai jamais rencontré Séni, mais c'est comme si je la connaissais. J'ai vu son travail à travers les reproductions photographiques du petit livre Solitude d'argile, enrichi d'un magnifique texte de Michel Odeillé-Finzi sur l'artiste. En regardant attentivement les photos de ses sculptures en terre cuite, je trouve chez cette femme toute la magie de son immense continent qu'elle a su capter et si généreusement nous transmettre. Je suis littéralement envoûtée. Séni nous parle de ses 2 frères jumeaux nés en même temps qu'elle. Ils ont travaillé l'argile pareillement, et elle nous déclare « Je suis née 3 ». Ils ont appris la poterie en regardant leur mère travailler. C'est une tradition dans la famille.
Plus tard, c'est Dieu seul, ou les génies de la forêt qui l'ont guidé dans sa création artistique. Sénie, toute seule dès son plus jeune âge, affirme sa personnalité, créant un monde fabuleux, en modelant l'argile avec ses seuls outils, ses mains de fée. La richesse de son imaginaire nous captive, nous transportant dans les contrées primitives de l'ailleurs. Ses oryxes grouillent et gargouillent, les statues de femmes enceintes dont les corps sont affublés d'enfants, nous mènent dans la Grèce antique où Déméter est représentée avec des dizaines de seins plantureux symbolisant la mère nourricière, donc la déesse de l'abondance. Sénie nous nourrit et nous ravit avec ses créations oniriques, des dieux, des diables, des bêtes engendrées dans sa solitude, où la chaleur du feu va accomplir sa tâche en lui donnant vie. Voilà, je trouve que c'est une belle manière de parler de l'œuvre de cette femme. Ouais. Alors, du coup, Robert, je t'en ai parlé et on a regardé un petit peu ensemble ce qu'elle avait fait, parce que je savais que quand tu verrais son œuvre, tu te dirais, mais effectivement, cette femme est un génie. Absolument, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on devait présenter normalement un artiste américain, un cartooniste américain, si on peut appeler ça comme ça, très engagé contre tout ce qui tourne pas rond aux États-Unis. Voilà, on pourrait dire en France, ça serait un membre de LFI, ou ça serait peut-être aussi un membre de la FA. Voilà. Mais là, quand j'ai découvert les images montrant les sculptures de cette artiste africaine, alors là, on peut pas passer outre. Tout s'efface dans la tête. Il reste plus qu'elle. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en quelques minutes. Ça n'a pas demandé des années de réflexion. C'est un choc violent, étourdissant. Voilà, parce que j'étais très frustré. Je suis très frustré depuis des années par l'art africain contemporain, que je trouve vraiment inintéressant au possible. Saint-Jean, l'art contemporain européen, occidental en tout cas, voilà. Et c'était désespérant parce qu'avec le passé artistique, il n'y a pas d'hyperbole assez puissante pour en parler. Le passé artistique africain, il n'y avait pas de continuité dans la modernité. Et là, c'est la continuité dans la modernité d'un sculpteur, d'une sculptrice sur terre, mais terre brute, hein, il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de céramique, c'est de la terre brute, cuite dans un four, il y a un trou dans la terre devant sa case, avec son toit de tôle, comme l'a rappelé ma camarade, voilà, et elle en sort des œuvres, mais moi, on a dans nos relations artistiques, on a deux artistes femmes, comment elles s'appellent, nos deux artistes femmes qui sculptent, qui font de l'art africain et qui ont fait aussi... Ah oui, je les connais moins, moi. C'est Ange et Damnation, voilà. Moi, je ne les connais pas. Qui aussi vont en Afrique cuire leurs terres, etc. Et ça, on les un four semblable à ce que montrent les images sur cette sculptrice sénégalaise. Et alors, non, c'est d'une truculence, je veux dire, si vous voulez, c'est comment dire, des têtes qui sortent de partout dans un corps, dans une tête, etc. Mais chaque sculpture, chaque petite tête qui sort des corps, des animaux, des femmes, des hommes, voilà, elle est différente. Il peut y en avoir 10 sur le même bloc de terre, voilà. Ouais. Il peut y avoir des sculptures en fait qui font 2 mètres de haut. Et là, donc, c'est comme un corps de femme avec effectivement des têtes partout. Ça peut être, oui, des têtes d'enfants. Enfin, comme elle disait, comme disait Cérès Franco, quoi. Vraiment la profusion, la maternité. Et ça peut être des petits véhicules. Il y a des petits bus avec des bananes sur le toit. Des taxis-brousses. Voilà, taxi-brousse, un homme à mobilette. Il y a des faunes. Enfin, il y a vraiment une référence à l'animisme, au chamanisme. Enfin, c'est très, très puissant comme œuvre. Et il y a une poésie, je trouve. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé ça. Je me suis dit, mais il y a une tendresse, une poésie. Ces petits personnages, ils ont des yeux. C'est simplement un cercle qui fait les yeux. Des fois, il y a des tresses qui pourraient représenter les cheveux. Enfin, je sais pas. Ça m'a complètement bouleversée, quoi. Oui, c'est une sculpture qui bouleverse, voilà. Et on peut chanter ses louanges parce que
c'est la continuité de l'art africain dans sa pureté, dans son essence profonde, dans son... Voilà. Non, l'art africain n'a pas disparu, il est perpétué, il est continué, il est par cet artiste contemporain, voilà, qui a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, qui est morte assez âgée pour une femme qui a travaillé toute sa vie, mais perpétuellement, voilà, c'est pas une petite sculpture de temps en temps, un petit griffouillis de temps en temps, comme les artistes contemporains. Voilà, non, c'est vraiment l'enfantement, mais alors un peu, vous voyez, un peu comme les abeilles, les reines abeilles qui pondent toute leur vie inlassablement, des milliers d'œufs, elles, c'est des milliers d'œuvres qui sont sorties de ses mains. Voilà, et la naissance de ces triplés, avec cette disparition dans la forêt, où des génies de la forêt leur ont enseigné l'art de sculpter, particulièrement à ce très jeune enfant. Ça aussi, c'est l'Afrique, voilà. Et au Quai Branly, qu'on fréquente de temps en temps avec ma camarade, on est habitué à voir de la sculpture africaine, qui est en général faite par des hommes. Mais là, si vous voulez, le musée Branly, du Quai Branly, pourrait être vidé de tout ce qu'il possède et puis remplacé par les milliers d'œuvres de cette sculptrice. Et ça, je pense que ça aurait toute sa place là, à la place de tout l'héritage ou les rapts, les vols, etc., d'œuvres africaines qui sont réunies au musée du Quai Branly. Ouais, alors on voit aussi un enfant, enfin c'est presque plus un enfant qui tète le sein de sa maman, enfin des centaures, enfin c'est vraiment il y a tout un univers, il y a une culture derrière, enfin je sais pas quelles sont ces références, mais en tout cas on peut partir dans plein de références différentes. Non, il n'y a pas de références, c'est des références magiques. Alors, si on entre là-dedans, on risque de jamais s'en sortir. Laissons la magie, alors. Ouais. Mais il y a un quoi, c'est un calao, là, un oiseau, il est adorable, quoi, quand on le voit, là, avec il a son bec, ses ailes, des grosses pattes, on le voit là de profil sur une image. Je mettrai le lien avec la galerie Carcorsia, qu'on va suivre un peu mieux maintenant, je veux dire. Et c'est pareil, il y a un petit cochon, le cochon, non? Mais tout ça, tout ce bestiaire, que ce soit le bestiaire, que ce soit l'humanité, que ce soit même les véhicules contemporains, les mobylettes, les taxi-brousses, que ce soit le modernisme matériel, technique, etc., ou les représentations humaines, animales, etc., tout ça, c'est dans une espèce de tendresse, voilà, il y a de la naïveté, rien de violent. Il y a de la naïveté aussi. C'est là quand je vois, j'ai devant moi une petite tête de femme là, donc il y a ça fait 35 sur 29, donc il y a c'est un visage très rond avec des cheveux un peu des petites tresses tout autour, et il y a ces deux yeux là, ces deux ronds simplement sculptés quoi, qui font les yeux, des petites tresses sur les joues. Et elle nous regarde et on a envie de lui parler. En fait, c'est fort, quoi. Vous voyez à quel point elle peut étourdir, elle peut détourner, parce qu'on a envie de lui parler. On a envie de parler à ses œuvres. C'est quand même assez rare. On n'a pas envie de parler aux œuvres de Rodin. On n'a pas envie de parler à ces choses-là. Voilà, même la dernière fois quand on est allé au musée Bourdelle, on n'a pas du tout envie de parler aux sculptures. Mais là, oui, c'est presque des sculptures familiales, voilà. Oui, ça crée une proximité. En fait, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, clairement, je me suis dit, mais pourquoi on est passé à côté de cette exposition? Enfin, je m'en remettrai jamais, je crois. Bien fait pour nous. Mais en même temps, si vous voulez, on n'a pas des moyens d'investigation, voilà, alors on cherche désespérément des expos avec des artistes qui ne soient pas tout à fait des artistes qu'on voit partout, qu'on voit tout le temps, qu'on voit encore, mais en se disant, s'il y a
Mais quand il y a, on passe à côté. Voilà. Bon, maintenant, on va suivre, on va surveiller si on peut voir à nouveau son Oui, mais on peut travail. expliquer pourquoi la galerie Claire Corsia. Mais non, si. Parce que la première fois qu'on y est allé, on s'est fait jeter Oui, d'une on n'a manière pas un été peu très bien sauvage. accueillis. C'est vrai que ça nous a un petit peu refroidi. Ouais. Mais bon, voilà, il faut passer Oui, au-dessus parce que quand on a été accueilli par contre par la fille de Thérèse Franco, Thérèse Franco, Ouais. Dardouin, c'était autre chose. Hein. Ouais. Mais bon, il faut qu'on passe au-dessus de ça et qu'on reste focus sur des œuvres d'art qui peuvent nous bouleverser, quoi. Ouais. Africa. Wai kora kwana dile, junjungo kumata. Wai tantan bidele, almalo kelele banade. Africa. Sénégal, almalon Dakar le nyonte. Kwanya bita Malile, almalon Bamako diatale. Kwanya bita Lagine, almalon Konakiri diata. Wayin bita Congolais, almalon Zaire le nyonte. Kwanya bita Abidjan, almalon Côte d'Ivoire nyonte. Wayin bita Cameroun, almalon Douala diatale. Kwanya bita Nigeria, almalo Lagos le nyonte. Kwanya bita Gambile, almalo Bates le diata. Ye bita Togole, almalo Lome nyonte. Yeah. Africa, Africa, bita Senegal, Africa, Africa, bita Lomele, Africa, Africa, bita Cameroun, Africa, Africa, bita Malile, Africa, Africa, bita Congolais, Africa, Africa, bita Nigeria, Africa. Africa, bita la Guinée, Africa, Africa, bita Gambie, Africa, Africa, bita Africa, Africa. Voilà, c'était un air traditionnel de musique africaine, de la kora africaine par Laminé Conté. Donc les expositions, je parle toujours un petit peu de Topor, l'exposition dont on avait parlé la semaine dernière dans ce salon d'art, ce coiffeur galeriste à Bruxelles jusqu'au 21 février. Le groupe Prologue à l'enseigne des Houdins jusqu'au 28 février, là c'est à Paris maintenant tout ça. Gaza, We Did What We Could au Grand Control dans le 12e arrondissement de Paris, c'est jusqu'au 12 février. La trame de l'existence, Magdalena Abakanovic au musée Bourdelle jusqu'au 12 avril. L'école de Paris, la collection Marek Roffleur au musée de Montmartre jusqu'au 15 février. Niki de Saint-Phal du Buffet, Destin croisé à la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février. MC Escher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Guston au musée Picasso, c'est jusqu'au 1er mars. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 8 mars. Georges Condo au MAM jusqu'au 15 février. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Et je peux citer quand même Raymond Petitbonne dont on voulait vous parler au départ au musée Picasso. C'est jusqu'au 21 février, quelque chose comme ça, quoi.
Le culturel de la semaine. Alors on a regardé ensemble, enfin pas toi jusqu'au bout, mais le film, comme on avait beaucoup aimé Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir, j'ai regardé sur une plateforme le premier film, un des premiers films qu'elle avait fait en 2008 qui s'appelle Le sel de la mer. Et vraiment c'est pareil, c'est un film excellent, c'est un film qui est plutôt un hommage à la Nakba. Où, super angoissant. C'est angoissant. Après, en 2008, on n'était pas dans des violences aussi fortes envers les Palestiniens, donc on voit pas des choses traumatisantes, on peut imaginer. Mais en fait, c'est une Américaine, donc je pense que c'est presque autobiographique, une Américaine de Brooklyn qui veut retourner vivre en Palestine et qui va faire la rencontre d'un Palestinien qui lui rêve d'avoir une bourse pour partir étudier au Canada. Voilà, donc lui pourra pas avoir sa bourse et ils vont se rencontrer et ils vont voyager et elle veut retrouver la maison de son grand-père à Haïfa. Et voilà, ça va être toute cette histoire. Et elle veut récupérer l'argent de son grand-père qui était déposé dans une banque, sauf que depuis 1948, effectivement, la banque lui dit qu'il n'y a plus d'argent et qu'elle ne peut rien récupérer. Et donc, ça va être le parcours de ce couple et d'un troisième qui est cinéaste qui va les accompagner donc sur les routes de Cisjordanie et dans ces routes-là. Et c'est pareil, c'est un film qui est un peu plus vieilli, on sent qu'il y a quelques années de plus sur ce film par rapport sur l'image et tout ça, mais c'est vraiment un hommage on voit des vieilles pierres, elle va retrouver la maison de son grand-père qui est habitée par une jeune israélienne dont les parents ont hérité forcément après la Nakba, c'est une maison et donc elle voudrait récupérer cette maison, bon bien sûr ça va pas être possible, mais elle voit c'est un intérieur qui est complètement modifié, qui est très modernisé, et ce qui est très difficile, c'est qu'après on les voit elles se promènent dans les rues de Haïfa parce qu'il n'y a plus de mobilier traditionnel, et là on voit des brocanteurs et qui ont en vente effectivement tout ce qui devait être dans ces maisons qui ont été prises par les Israéliens, quoi. Ça c'est difficile. On voit après elle va retrouver dans un ancien village, c'est pareil, qui a été complètement déserté, qui est maintenant en ruine, où avec ce jeune homme ils vont un petit peu s'installer, s'imaginant faire un enfant, élever cet enfant en toute liberté, jusqu'au moment où il y a un universitaire, un prof israélien qui vient avec ses élèves et qui là lui dit vous pouvez pas rester là, c'est devenu un parc national, et qui est séduit de voir une américaine, et donc il soupçonne pas que c'est une palestinienne qui veut retourner vivre là, mais qu'il montre à ses élèves comment les Israéliens ont conquis ces terres, enfin voilà tout le narratif dominant d'Israël envers les étudiants, quoi. Et donc c'est un film, effectivement, toi t'as arrêté avant parce que ça t'angoissait terriblement. Ah ouais. Parce qu'on se doute que l'histoire va pas être forcément très cool, parce qu'à un moment ils vont aller jusqu'à braquer la banque pour récupérer l'argent du grand-père. Bon, finalement, on voit pas de violence, quoi. Ouais. Non, c'est ce que je redoutais, quoi. Mais c'était quand même très très angoissant, parce que dans Palestine 36, on voit déjà les prémices du futur État sioniste, et avec toutes les exactions déjà, les installations de comment dirais-je, des pionniers, là, etc. Avec la première chose qu'ils installaient, les colons, c'est un mirador, voilà. C'est symbolique déjà aussi. Mais enfin, c'était déjà, si vous voulez, la lutte d'un pays contre un envahisseur, donc les choses étaient très claires, etc. Dans ce deuxième film, où je n'ai pas pu supporter tout le film, c'était quand même tout à fait différent. Ouais. Il n'y avait pas cette espèce... Et puis d'abord, c'était en noir et blanc, et l'autre était en couleur, évidemment. Il n'y avait pas cette espèce de simplification de l'histoire, voilà, le camp du bien, le camp du mal, etc. En fait, là, c'est vraiment, effectivement, elle dit à la fin que c'est un hommage à la Nakba, et de voir tous ces villages. Mais par contre, la police israélienne qu'on voit, parce qu'effectivement, ils sont toujours là à contrôler les papiers, elle a un visa de 15 jours qui est terminé, donc elle est susceptible au fait d'être envoyée aux États-Unis, et lui, en fait, il est de Ramallah, il n'a pas le droit de quitter l'enceinte de Ramallah, donc ils sont tous les deux, en fait, en situation complètement irrégulière, et il y a régulièrement des contrôles de police. Donc voilà, c'est ça qui est un peu angoissant, sauf que les policiers qu'on voit, c'est pas les policiers là, c'est pas l'armée de Tsahal qu'on voit aujourd'hui en Robocop, c'est quand même des policiers en chemise, enfin voilà, il y a quand même un côté
plus humain. Ouais. Si on peut parler d'humanité avec la police qui contrôle, mais en tout cas, il n'y a pas, même quand il va se faire arrêter à la fin, c'est pas aussi violent que l'armée qui aujourd'hui serait peut-être tuée simplement sur place. Tout à fait. Voilà. Et sans sommation. Elle étant américaine, même si son visa a expiré, elle va être envoyée chez elle et on ne sait pas après s'ils se reverront, on ne sait pas comment, on peut imaginer ce qu'on veut dans la suite de l'histoire, quoi. Mais j'ai vu un film il y a très très longtemps avec Jean-Yann, c'est bien son nom, Jean-Yann. C'est un humoriste qui est juif, et c'était un film exact. C'est la même situation. Ça se passe en Palestine, et il rencontre une avocate qui est israélienne, qui défend les Palestiniens. Il tombe amoureux, plus ou moins, etc. Et il y a vraiment des points communs avec ce film dont. Oui. Tout à fait. Mais du coup, c'est une belle découverte, cette Anne-Marie Jassir, là, les deux films. C'est quand même, on est vraiment dans du très très bon cinéma, quoi. Elle est palestinienne, moi, c'est bien. Oui, comme quoi, c'est pas un peuple. Enfin, malgré tous les efforts atroces de l'occupation de la Palestine par les sionistes, c'est-à-dire des Européens qui colonisent comme on colonisait au XIXe siècle, l'Afrique, l'Asie, etc. C'est quand même, ils arrivent quand même après tous les massacres depuis la Nakba, etc. Ils arrivent quand même à survivre et même à créer et même à espérer. La culture n'est pas morte. Et c'est bien pour ça que quand on voit la destruction d'un centre comme Al-Kamanjati, de même, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais comme le théâtre des Amis du théâtre de Jenin, c'est pareil. C'est le Freedom Theatre, c'est des lieux où il y a une survivance de la culture, où on continue de donner, à faire travailler les enfants, à les cultiver, à leur apprendre des choses. Il y a quelque chose d'une puissance incroyable. Et là, justement, il y a aussi sur Arte, il y a un documentaire de 25 minutes qui s'appelle Gaza, la recherche des disparus, qui a été réalisé par Iliad. Iliad, c'est l'UJFP, c'est quelqu'un qui est connu des membres actifs de l'UJFP, qui faisait des petits films avant sur Gaza. Gaza Story, il avait une chaîne avant que Gaza soit complètement un champ de ruines. Il faisait régulièrement des chaînes sur tout ce qui se passait à Gaza, et donc ça pouvait être des artisans, des artistes, il filmait ça, et il y avait sa chaîne YouTube, quoi. Donc là, Iliad a fait un documentaire qui s'appelle « À la recherche disparue » et c'est sur Arte. Donc je mettrai le lien parce que c'est vraiment à regarder. Sinon, moi, je suis allée au cinéma aussi, au Méliès, bien sûr, voir Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis. Alors Howard Zinn est un Américain qui est décédé en 2010 et qui a écrit donc ce pavé sur l'histoire populaire des États-Unis, qui n'est pas du tout l'histoire qu'on raconte partout. Et donc les Mutants Pangé qui sont producteurs de ce film, il y a Daniel Mermet et Olivier Azam qui le réalisent. Ce sont des films documentaires qui partent de ce que raconte Howard Zinn et qui, à base d'images d'archives, racontent cette histoire des États-Unis. Donc le premier film était sorti en 2010, là c'est la sortie de la deuxième partie qui va à peu près des années 20 à 45, et donc il y a Daniel Mermet avec sa voix qui écrit très bien, qui raconte cette histoire des États-Unis vue par les ouvriers, quoi. Et donc là on va voir Ford, on va voir la guerre, je trouve ça passionnant, c'est vraiment des films qui peuvent, alors peut-être qu'il y a des générations qui connaissent très bien cette histoire, qui ont déjà vu ces images et pour qui ça n'apporte rien, mais il y a vraiment, ça peut être tout public. Je trouve que c'est des jeunes gens à partir de 15-16 ans peuvent voir ce film et apprendre toute cette histoire, surtout aujourd'hui où l'histoire américaine, Trump veut effacer toute cette histoire américaine, quoi. Oui, mais même, c'est pas réservé spécialement aux jeunes, parce que je dois dire que les adultes d'aujourd'hui, ils sont aussi ignares que les jeunes gens d'aujourd'hui sur l'histoire des États-Unis. Mais en plus, ils sont déjà ignares sur leur propre histoire. Alors bon, mais en plus, ce livre, le livre de Howard Zinn, c'est un livre qui doit faire 600 ou 700 pages. C'est vraiment, c'est dense. Ça commence à Christophe Colomb et donc ça va jusqu'à après 2008-2009. Donc c'est un pavé. Donc je pense que c'est un livre qu'on doit voir pour pouvoir le lire. Pour moi, aujourd'hui, il y a des DVD, des films ou des livres qu'il faut avoir parce qu'on ne sait jamais.
peut-être qu'un jour on pourra plus y avoir accès. Donc je trouve que ça c'est un peu comme des bibles sur l'histoire. De même qu'il y a le livre de Gérard Noiriel en France sur aussi cette histoire populaire de France. Même si on les lit pas tout de suite, c'est bien de les avoir, quoi, parce que c'est des historiens de confiance. Et l'histoire d'Howard Zinn, elle est d'autant plus intéressante que lui, en fait, il était au départ, il était dans l'histoire américaine. Il a travaillé, enfin, il était bombardier pendant la guerre. Et il a bombardé, il a lancé des bombes au napalm sur Royan quand les Américains ont bombardé Royan. Et là, il a fait une rencontre de quelqu'un qui lui a dit mais en fait, là, c'est pas forcément la démocratie qu'on combat ou le nazisme, c'est de l'impérialisme, en fait, ce qu'on fait. Et en fait, ça l'a fait réfléchir. Et en fait, la personne, en fait, son avion de cette personne, il est mort quelques jours après, malheureusement. Mais en fait, il a réfléchi et à partir de là, en fait, il a complètement, il a pris des cours d'histoire parce qu'en fait, en tant que vétéran, il a eu le droit de faire des études et c'est là qu'il est devenu cet historien magnifique qu'il est. Mais au départ, c'est intéressant parce que c'est des parcours où même avec cette intelligence, en fait, il s'est félicité des bombes sur Hiroshima. Parce qu'il était pris dans cette histoire américaine, quoi. Et justement, de voir comment ce parcours peut s'inverser, je trouve ça extraordinaire, quoi. Oui, parce que pour reprendre Hiroshima ou des événements aussi dramatiques, si tu veux, je pense que le monde entier, comme les Américains après la guerre étaient quasiment vénérés dans tous les pays du monde pratiquement, sauf évidemment il y a toujours des exceptions, mais là elles étaient très rares, et que oui, Hiroshima dans le fond c'était la bonne solution. C'était la fin de la guerre, donc tout le monde faisait la fête, quoi. Voilà. Et donc vraiment, et il y avait un débat avec Daniel Mermet qui est venu. Bon, moi pour moi Daniel Mermet c'est l'éveil pour moi à l'histoire sociale, quoi. J'ai découvert sur France Inter, et d'ailleurs le jour où il a été viré de France Inter, j'ai plus jamais écouté France Inter, si ce n'est un podcast de temps en temps, parce que pour moi, il a éveillé énormément de conscience, parce qu'il faisait des reportages extraordinaires. Bon, il n'était pas tout seul, il a toute une équipe qui travaillait avec lui, hein, bien sûr, mais voilà, c'était accessible à tous, et ça nous éclairait, en fait. Tout à fait. Ouais. Et il continue, en fait. Bon, sauf que maintenant, il faut être abonné à son site. Il ne nous prenait pas pour des cons. Ouais. Donc, ça faisait plaisir de le voir et de participer à ce débat. Et sinon, tu veux pas parler du livre que tu avais acheté l'autre fois sur les corneilles, parce que... Oui, bah oui, mais enfin, c'est à côté de l'histoire de l'Amérique de Howard Zinn. Bon. Un peu de poésie, un peu de poésie, diversité. J'allais une consultation médicale et en face du cabinet du Toubi, bon, presque, il y a une librairie. Folie d'encre, une librairie indépendante. Voilà. Et je vois dans la vitrine une magnifique couverture de bouquin avec un corbeau. Et le bouquin s'appelle d'ailleurs Corbeau. Et j'ai acheté. Alors, je rentre dans la boutique et je dis, ben voilà, c'est dans la vitrine, il y a un bouquin avec un corbeau noir. Noir, c'est noir. Ouais, noir, c'est noir, ça n'a pas de chanson. C'est le titre du livre. Noir, c'est noir, il nous reste à l'espoir. Et je dis à la libraire, voilà, c'est dans la vitrine, il y a une couverture avec un corbeau et marqué noir, c'est noir. Parce qu'elle n'en avait pas en stock, il n'y avait que cet exemplaire qu'elle a été chercher dans la vitrine. Et puis donc, je le prends, je paye, mais elle me dit, vous ne l'ouvrez pas pour consulter. Je dis, non, je le prends pour la couverture. Mais il est très beau. Elle a dû se dire, il est complètement cinglé, ce pauvre mec, ou il est trop âgé. Bon, bref, il n'a pas toute sa raison. Mais j'ai toujours aimé et détesté en même temps les corbeaux. Mais si vous voulez que quand j'étais enfant, je suis allé souvent dans un petit village des Pyrénées, la Cassagne, Parabasses de Bigorre Pyrénées, et quand je repartais vers Paris, à la fin des vacances, c'était au mois de septembre, fin septembre, il y avait, j'ai toujours dans la tête le cri des corbeaux. Voilà, parce qu'à la campagne, il n'y avait pas en banlieue parisienne, il n'y avait pas de corbeaux à cette époque-là. Maintenant, il y en a, heureusement. Mais voilà, ce chant des corbeaux m'a toujours, enfin, j'ai toujours eu ça dans la tête. Et j'ai toujours donc eu. Et puis il y avait le renard et le corbeau de ce conte, La Fontaine, qui m'a aussi beaucoup interrogé. Bah,
toute cette intelligence, en fait, c'est Oui, ça ce qui raconte voilà. l'intelligence incroyable des corneilles, des corbeaux. Des corbeaux qui ont la même intelligence que les dauphins, la Mm. même intelligence que les éléphants, et etc. Voilà, qui sont capables de reconnaître. Si ils ont vu un événement, ils sont capables de s'en souvenir toute leur vie, quoi. Voilà. Si vous faites un coup tordu à un corbeau, il s'en souviendra toute sa vie. Il vous tuera pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais il vous en regardera dans ça. Et il y a toutes les légendes, évidemment, sur les corbeaux. Il y a aussi une nouvelle d'Edgar Poe, ou un poème plutôt, qui s'appelle Le Corbeau, qui est le plus beau poème que jamais écrit Edgar Poe. Voilà, il y a aussi à la Tour de Londres, par exemple, on apprend dans ce bouquin qu'il y a toujours des corbeaux. Alors, normalement, c'est 6 corbeaux. À l'origine, c'est 5, mais là, en ce moment, il y en a 6. Et il y a le maître des corbeaux qui s'occupe d'eux. C'est assez étonnant, voilà, à la Tour de Londres. Bref, il n'y a pas que les corbeaux qu'on voit sur les gibets, mais il y a des corbeaux qu'on voit dans beaucoup d'aspects de la vie des humains qui accompagnent en quelque sorte, qui accompagnent notre existence. On l'a beaucoup connu sur les champs de bataille parce que c'était pour eux c'était la bonne bouffe. Mais bon, il y a pas que ça. Il y a les corbeaux qui sont des couples pour la vie. Il y a les corbeaux qui sont des sortes de confréries. Voilà, il y a au bois de Vincennes. Alors, dans les corbeaux, il y a les corneilles, il y a les freux qui sont les plus gros corbeaux, etc., etc. Même les pies sont les corvidés. Voilà. Et tout ce petit monde est vraiment les pies. Moi, j'ai eu une pie que j'avais pris toute petite. Et je vous assure que c'est pas triste d'avoir une pie chez soi parce que c'est vraiment un personnage, quoi, très intelligent, très farceur. Et bon, bref. Et bon, voilà, c'est ce bouquin. Si vous pouvez le trouver, je vais vous donner les références. Moi, je mettrai un lien de toute façon sur le blog. Alors, d'Edgar Poe, Le Corbeau, un tout petit passage du poème. Je poussai alors le volet et, avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Voilà. C'est vrai que le corbeau, il accompagne à l'école nos livres, il accompagne les contes, il accompagne voilà, tout un pan de la vie culturelle des humains, quoi. Voilà, c'est aussi un prétexte à illustration, à conte, à histoire pour les enfants. Si vous allez dans la littérature jeunesse, vous verrez le corbeau sur beaucoup d'ouvrages pour les enfants. Voilà. En même temps, c'est un oiseau de proie, un corvidé. Alors, vous avez aussi l'extraordinaire film de Hitchcock, voilà, sur les oiseaux, qui sont des corbeaux et qui attaquent les humains. Il y a toute cette littérature, toute cette filmographie, toute cette iconographie. Oui, en fait, les images sont magnifiques, quoi. Les illustrations sont magnifiques. Ouais. Non, c'est un très beau bouquin qui, pour la beauté du bouquin, la beauté de la réalisation, coûte pas si cher que ça. Ça coûte 16,90 € et ça les vaut. Franchement, ça les vaut. C'est vraiment un bel ouvrage, quoi, voilà, pour dire les choses. Ça fait du bien aussi. Ouais. Et que ma camarade a beaucoup aimé, donc c'est quand même une référence. Alors c'est Pyramide et les éditions Pyramide, voilà. Oui, Pyramide. Les éditions Pyramide, c'est de Angus Hilland et Caroline Roberts. Le corbeau dans l'art et le folklore. Noir, c'est noir. Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, la station de la Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet aracaille.fr. Le salut à nos amoches. Claude et André de la Nation, Claude et William de Pote de Brest, Jean-Paul Souraz, un grand peintre de Schnorr, qui gîte à coups de kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, Claudine, le camarade de combat, ma camarade de combat Piquet-Coup, qui partagent toutes les deux un penchant certain pour l'art,
Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande d'artistes. Corinne, tapissière de génie. Anne-Emmanuel, peintre et illustratrice. Et Frédéric, aquarelliste. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui donne des cours aussi de gravure dans son atelier pour pouvoir s'acheter des gâteries. Sophie Lultrex-Braju, une peintre graveuse versaillaise, qui produit des gravures assez étonnantes et intéressantes, qu'on aime beaucoup. Colette et Jacqueline, deux veuves, elles-mêmes maintenant, qui ont rejoint leur conjoint peintre et comment dirais-je, enfin, on va juste dire peintre, hein, bon. Voilà, qui sont partis, je parle d'Odon pour Colette et de Raymond Imbert pour Jacqueline. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant pris le trimard. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Larousse flamboyante qui anime 3 émissions sur une radio ONI à destination des enfants et de leurs parents. Elle, c'est top niveau. Anne-Isabelle Roubaille, le peintre de Bourg-en-Marlotte, dans la banlieue. C'est pas dans la banlieue de Dunkerque. Bourg-en-Marlotte, c'est à l'orée de la forêt de Fontainebleau. Une peintre dont nous avons découvert l'œuvre sur les cimaises de la librairie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu. Et tout ça, toujours à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paulin d'Ardouin, une grande galériste, voilà, aujourd'hui hélas disparue, dont on chérit le souvenir. Voilà, c'est la fille de Thérèse Franco, une aussi grande galériste. Et toutes les deux ont secoué le gros cul de l'art parisien. Marie Degnaud, qui anime la galerie Kaléidoscope, avec des cimaises toujours superbes. Antoine Mallory de Padam Swing, un petit groupe de musicos inconnus du monde entier, sauf de mes camarades Piquet-Coup. Anna Sinoraska, une grande peintre polonaise, amie de ma camarade Piquet-Coup, voilà, dont on aime beaucoup la peinture aussi. L'émission est à l'écoute sur le blog araclay.fr et on se finit avec Faut vivre de Mispel. Salut à tous. Salut les copains et les copines. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre.
l'âge où le cœur s'écore et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.